Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre concernant les diabètes en envisageant donc le diabète de type 2. Alors, ce diabète de type 2, contrairement au diabète de type 1, il va surtout donc affecter les patients âgés. Alors, document 1, page 154, effectivement, on voit que la prévalence du diabète de type 2 concerne donc les personnes qui ont, la courbe ici, ont plus de 50 ans, avec une prévalence maximale aux alentours de 70 ans. Cela dit, on s'aperçoit aujourd'hui que de plus en plus, on rencontre des personnes plus jeunes qui sont atteintes de diabète de type 2. Effectivement, quand on regarde la courbe ici, on voit que la courbe commence à monter, même dès la fin de l'enfance, adolescence. Et donc aujourd'hui, on trouve des personnes jeunes qui présentent ce type de diabète. D'autre part, si l'on regarde le document ici de votre livre, de la page 157, on voit que dans le monde, il y a une corrélation très nette entre la prévalence du diabète, donc le risque d'avoir un diabète de type 2, la prévalence de l'obésité et donc la prévalence de l'insuffisance de l'activité physique. Donc cela signifie que, si on résume, obésité et manque d'activité physique peuvent augmenter les risques d'avoir un diabète de type 2. Sur ce document, on voit donc l'obésité en chiffres dans le monde et puis en France. En 2009, il y avait donc 1,4 milliard de personnes souffrant d'obésité et on estime qu'elles seront donc 3,3 milliards en 2030. Ici, on vous montre effectivement qu'en France, un adulte sur 8 souffre d'obésité et un enfant sur 5 est obèse. Et donc, on a ici également le classement européen, 25e position pour la France, donc en ce qui concerne donc l'obésité. Sur ce document, on a fait un test qu'on appelle un test d'hyperglycémie, c'est-à-dire que l'on fait ingérer à une personne une quantité de sucre donnée. Et ensuite, on suit l'évolution du taux de glucose dans le sang et parallèlement le taux d'insuline dans le sang. Donc ici, on a 3 individus. Premièrement, un individu non diabétique, c'est la courbe rouge. Au départ, il a une glycémie un petit peu inférieure à 1 g par litre. Il est à 0,8-0,9 g par litre. Suite à l'injection de glucose ou à l'ingestion de glucose, sa glycémie va monter à 1,5-1,6 g par litre. Et 2 heures plus tard, il aura une glycémie qui retrouvera une valeur normale de 1,2 g par litre. Parallèlement, on voit que suite à l'ingestion de glucose, on aura un pic d'insuline. Et cette insuline va lui permettre justement de mettre en réserve son glucose dans les cellules du foie, du muscle ou dans les cellules adipeuses. Donc ça, c'est le cas normal. Un individu maintenant qui est intolérant au glucose, donc ça c'est le stade prédiabétique. Que se passe-t-il? Eh bien, quand il consomme du sucre en très grande quantité, c'est la courbe verte, eh bien, on voit que son taux de glucose dans le sang va augmenter un peu plus, de façon un peu plus supérieure à l'individu sain. On arrive donc à ces valeurs-là, à 1,7 g par litre. Mais ce qui apparaît, c'est que même 2 heures après, il est toujours en hyperglycémie, puisqu'il est toujours à 1,7 g par litre au lieu d'1,2. Et quand on regarde sa sécrétion d'insuline, on constate qu'il sécrète énormément plus d'insuline que l'individu non diabétique. Donc ça laisse supposer que quand on est intolérant au glucose, dans un premier temps, on continue à sécréter de l'insuline en grande quantité, mais cette insuline semble inefficace. Enfin, vous avez la courbe du diabète de type 2. Donc ici, la personne déjà a une glycémie qui est supérieure à la normale. Quand elle ingère du glucose, sa glycémie augmente de façon très importante, 3 g par litre. Par contre, quand on regarde son taux d'insuline, il reste faible. Donc c'est comme si son pancréas n'arrivait plus à sécréter suffisamment d'insuline. C'est la raison pour laquelle je vous ai écrit effectivement
que les cellules bêta augmentent leur production d'insuline pendant plusieurs mois ou années, mais l'efficacité de l'insuline sur les cellules cibles est de moins en moins grande. Donc, il s'installe une hyperinsulinémie suite à une insulinorésistance. Donc, on sécrète plus d'insuline, mais on est résistant à l'insuline. Puis, le pancréas s'épuise, on a insulinodéficience. Et enfin, on a une hyperglycémie qui va s'installer. Et l'individu va être intolérant au glucose, c'est-à-dire que dès qu'il va consommer du glucose, celui-ci va augmenter de façon importante dans son sang. Et donc, au bout du compte, on aura une destruction des cellules du pancréas, l'hyperglycémie sera de plus en plus sévère, et là, on aura un diabète de type 2. Les manifestations de ce diabète de type 2 sont assez sournoises. Effectivement, pendant de très nombreuses années, c'est asymptomatique, c'est-à-dire qu'on aura un taux de sucre dans le sang qui sera anormalement élevé, mais sans aucun symptôme. C'est ainsi que l'on constate que l'on a probablement un tiers des diabétiques en France qui sont diabétiques sans le savoir. Puis, un jour, vont apparaître des troubles particuliers comme une polydipsie, c'est-à-dire une soif importante, régulière, et une polyurie, à savoir que l'individu ayant soif, ensuite il aura élimination d'urine plus fréquemment, c'est assez logique. Mais ce n'est pas tout. Il aura également des problèmes vasculaires, des problèmes visuels, rénaux, avec accumulation de graisse dans les petits vaisseaux, ce qui peut entraîner donc des problèmes au niveau visuel, etc. Donc c'est la raison pour laquelle il faut donc surveiller, en particulier en cas de surpoids, par des prises de sang si il n'y a pas donc un taux de sucre trop important dans le sang. Et donc si un diabète apparaît, il faut à tout prix le traiter. Est-ce qu'il existe donc des prédispositions à ce diabète de type 2? Alors, quand on regarde l'arbre généalogique qui est ici, on a dans l'arbre généalogique un homme non diabétique, sa femme qui est diabétique et les 3 enfants sont diabétiques. Donc, il est vrai que l'on a on a déterminé à peu près 40 gènes de prédisposition. Cela dit, on peut très bien avoir des parents diabétiques et ne jamais être diabétique. Et de même, on peut très bien avoir des parents non diabétiques et avoir des enfants diabétiques. Donc, on a des gènes de prédisposition, mais également le mode de vie et l'alimentation vont directement influencer donc sur l'apparition de ce diabète. L'exemple connu, c'est l'exemple des Indiens Pima. Alors, les Indiens Pima, pour vous expliquer, ce sont donc des Indiens qui vivent en Arizona et au Mexique. C'est une population génétiquement homogène. Et chez cette population, on a un très fort taux de diabète de type 2. En 1962, un chercheur a expliqué ce taux par la possession de gènes permettant un stockage des graisses plus performant que chez les Européens. C'est ce que l'on appelle le génome de l'épargne. Et ce génome de l'épargne, il n'y a pas que les Indiens Pima qui en sont affectés, ça correspond à un ensemble de gènes que l'on peut posséder et qui fait que si on possède ces gènes, on a davantage de risques de présenter un surpoids. Et effectivement, c'est un ensemble de gènes qui fait que l'on a davantage de risques de mettre des réserves sous forme de graisse. Donc, nous ne sommes pas tous égaux face à l'alimentation. Donc, ce génome de l'épargne, qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence? Dans un premier temps, les Indiens Pima vivaient au Mexique. Or, ils étaient confrontés à une alimentation qui était relativement saine. C'était essentiellement des agriculteurs qui vivaient des produits qu'ils cultivaient. Et ici, on voit sur le document que l'on a ici le pourcentage d'obèses dans la population des Mexicains non Pima, des Mexicains Pima et des Américains Pima. Et sur ce document, on voit que les Mexicains Pima n'avaient pas plus de risque d'être obèses que les Mexicains non Pima, bien au contraire. Par contre, ces Indiens Pima, lorsqu'ils sont passés, pour certains d'entre eux, aux États-Unis, on a vu d'un seul coup exploser le pourcentage d'obèses chez les Pima.
et ce taux est monté donc à 70%. Alors, comment expliquer d'un seul coup l'augmentation de l'obésité? D'autre part, sur ce document, on voit le diabète de type 2 dans la population, des Mexicains non-PIMA, des Mexicains PIMA. On voit que les Mexicains PIMA ont un peu plus de risque de présenter un diabète de type 2 que les Mexicains non-PIMA. Et lorsque ces Mexicains se sont installés, pour certains d'entre eux, aux États-Unis, on a vu une explosion du diabète de type 2. Donc déjà, on voit que l'on peut mettre en parallèle l'obésité apparue chez cette population et le diabète de type 2. Enfin, sur ce document, on voit l'activité physique en heures par semaine des Mexicains PIMA et non PIMA. Donc là, c'est quasiment pareil. Au Mexique, les populations qui ont été ici étudiées ont une activité physique importante. Ce sont essentiellement des agriculteurs qui font donc une activité physique journalière. Les Américains PIMA, on constate chez eux que l'activité physique a brusquement diminué parce qu'effectivement, ils ont changé leur mode de vie. Quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont quitté l'agriculture. Et ils ont également changé leur alimentation. Donc, que peut-on en déduire? Eh bien, effectivement, si l'activité physique diminue, cela peut favoriser une augmentation de l'obésité, d'autant plus que si l'alimentation change et devient donc plus calorique. Et cette diminution d'activité physique, ce changement d'alimentation qui provoque cette augmentation de l'obésité va entraîner directement une augmentation du diabète de type 2 dans la population. Et ce d'autant plus que les Indiens PIMA possèdent ce fameux génome de l'épargne. Donc il y a une influence génétique et également une influence de l'environnement qui s'est surimposée à l'influence génétique. Je vous ai mis également dans le cours quelques petites précisions sur le fait qu'un soda par jour augmente de 1,5 le risque de développer un diabète. Bon, j'espère avoir le temps de vous reparler de tout ça un jour. Et puis également le fait qu'il y a donc que ce n'est pas immuable, à savoir qu'une activité physique régulière et une modification de l'alimentation peut faire diminuer la glycémie de l'individu et prévenir l'apparition du diabète lorsque les premiers signes apparaissent. D'autre part, d'autres phénomènes peuvent également entrer en ligne de compte dans l'apparition du diabète, en particulier chez les travailleurs de nuit par exemple, où la mélatonine, qui est une hormone sécrétée la nuit, cette hormone intervient dans le métabolisme du glucose. Donc si on travaille la nuit, on sécrète moins de mélatonine et ça peut favoriser l'obésité, diabète de type 2. Je vous ai parlé également d'autres types de diabète, vous lirez effectivement. En dehors du diabète de type 1 et de type 2, il y a d'autres formes qui sont beaucoup plus rares. Et enfin, je vous ai parlé des traitements. Si le diabète n'est pas traité, donc cela va entraîner tous les problèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour le diabète de type 1, le traitement consiste à administrer de façon quotidienne de l'insuline. Donc on a comme ça des lecteurs de glycémie qui peuvent informer les personnes diabétiques quasiment en instantané donc du taux de glucose qu'elles ont dans le sang pour pouvoir donc s'injecter de l'insuline. Il existe également des pompes à insuline comme sur la photo ici qui peuvent comme ça injecter au cours de la journée des doses bien précises d'insuline selon les besoins. Et puis, en cas de diabète de type 2, il existe des médicaments oraux qui augmentent l'efficacité de l'insuline ou qui limitent l'absorption intestinale de glucose. Mais à terme, l'injection d'insuline peut aussi être nécessaire en cas de diabète de type 2. Mais le meilleur moyen pour lutter contre ce diabète de type 2, c'est une activité sportive et une alimentation pauvre en sucre et en graisse. Voilà, ce chapitre donc est terminé.